moi, je trouve que tu n'apprends pas avec l'IA. Tu vois, ça, c'est peut-être un point où je suis en désaccord avec beaucoup de gens. Mais pour moi, je n'apprends rien via le chatbot de OpenAI, d'Anthropic ou peu importe. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué cette base de données, on l'a retravaillée, on l'a normalisée aussi au niveau des polices d'assurance. Et ensuite, on va venir travailler avec un LLM, avec de l'OCR, avec des algorithmes de matching sur cette DB-là qui est... Après le Dev Day de OpenAI, c'est au tour de Google de nous faire leur annonce sur la suite entreprise. Mais entre ce qui est annoncé sur scène et ce qu'on vit réellement sur le terrain, il y a un monde. Aujourd'hui dans Move AI, nous revenons sur différents points. Gemini Entreprise est-il plus adapté pour les PME? Est-ce que ces outils vont vraiment faciliter l'adoption de l'IA pour les entreprises? Arrivons-nous enfin dans l'ère des agents IA comme nous le concevons? Humain augmenté ou humain assisté, et quelle sera la suite? Pour en discuter avec moi aujourd'hui, je suis avec Anthony, développeur IA. Il va nous partager sa vision très pragmatique du terrain. Il va aussi nous faire un pic de rappel sur les prérequis pour intégrer des automatisations IA qui font sens. Alors installez-vous car nous avons beaucoup de choses à déballer. Salut Anthony, comment tu vas? Ciao Adam, ça va super et toi? Je suis content de te retrouver aujourd'hui. Écoute, très bien, merci. Moi aussi, très content. On parlait la semaine passée alors du Dev Day de OpenAI. Quelques jours après, c'est du coup Gemini Entreprise qui sort. Donc, on n'arrête pas avec les nouveautés ces dernières semaines. Donc, beaucoup de choses. Donc, on en a discuté un peu en off. Donc, on va pas forcément revenir sur tout ce que eux ils ont présenté parce que bah, ça fait beaucoup. Je pense qu'il y a des choses à apprendre un peu partout et surtout en ce qui nous concerne plus précisément chacun. Mais revenir un peu sur la globalité et qu'est-ce que cela apporte aux entreprises et qu'est-ce qui va changer là-dessus dans un premier point. Dans un deuxième temps, ce que je trouvais justement intéressant, c'est de discuter est-ce que ça va favoriser l'adoption pour les entreprises? Est-ce qu'on passe un step? Est-ce que ça va être beaucoup plus simple pour les entreprises de directement aller sur du Gemini Entreprise, sur de l'OpenAI avec maintenant toutes ces intégrations? Et moi, en dernier point, on verra si on a le temps de discuter un peu de justement ces flux de données, et puis toi, comment tu les travailles en implémentation. Ça marche, écoute, pas de souci, pas de Ça, souci. Je te laisse, on peut commencer sans autre. ça te va? Ça me va très bien. Alors, on a pu voir justement sur leur présentation, donc on a quand même des points similaires avec le Dev Day, on va dire, que ce soit sur leur présentation d'agents. Similaire, t'es sympa, c'est c'est Bah, exactement la même chose. ouais, j'essaie de rester global parce qu'on avait eu cette question sur le Dev Day de à qui on s'adresse exactement. Ouais, Donc, je trouve intéressant le point que bah voilà, on s'adresse quand même clairement à des devs. Là, bah, où Gemini Enterprise essaie de vraiment s'adresser à des entreprises. c'est vrai, c'est vrai. Et puis, moi, le premier point qui me vient, enfin, en voyant ça un peu de l'extérieur, c'est justement en fait ces intégrations facilitées bah, avec les outils Google, tu vois, comme nous tous on utilise, ça soit Gmail, Calendar ou leur suite Workspace, tu vois. Mhm. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose aujourd'hui qui va justement faciliter l'adoption pour les entreprises ou est-ce que ça ajoute cette surcouche qui n'est pas nécessaire et les entreprises vont se trouver encore plus perdues qu'avant ou est-ce qu'on les facilite cette fois-ci ou pas? Bah, c'est une bonne question. Je suis partagé dans le sens où, bah, d'un côté, c'est sûr que ça va, enfin, toutes ces actions un peu que toutes les grosses boîtes mettent en place, ça va faciliter l'adoption de plus en plus. Après, actuellement, selon moi, on est encore dans un espèce de brouillard où personne comprend rien au niveau des entreprises, elles ne savent pas quoi faire. Il y a 1 million d'outils à leur disposition. Tu as la facilité qui rentre en jeu, donc les entreprises qui sont sur Microsoft, elles partent sur Microsoft. Les entreprises qui sont sur Google vont certainement partir sur Google et donc utiliser finalement cette plateforme entreprise qu'ils ont mis en place. Je trouve que c'est positif, ça c'est sûr, c'est positif. Après, est-ce que c'est le besoin actuel des entreprises de créer des agents et de les mettre sur leur suite Workspace ou sur leur suite Microsoft? Je suis pas sûr, encore une fois, hein, c'est ce qu'on parle un peu sur toutes les vidéos de où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de l'adoption. Mais d'un point de vue facilité, je dirais oui. Et après, un autre point qu'on peut relever, c'est comme je te disais en off, pardon. Donc Microsoft a par exemple mis en place depuis un moment, hein, ta Power Automate qui est un peu l'équivalent de N8N dans la suite Microsoft et qui permet de faire des automatisations au niveau de la donnée que tu as stockée sur Microsoft. Mhm. Donc tu vois, c'est une chose qui est en place, mais c'est hyper complexe à utiliser.
Donc c'est toujours pas pour les moldus. Donc finalement, tu as des experts Power Automate qui sont là et qui te vendent ce service-là. Donc moi, ma question, enfin la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, on va pas voir naître des experts, tu vois, sur Gemini Entreprise, sur toutes les suites entreprises finalement de toutes ces grosses boîtes, type OpenAI, type Microsoft et Google. Ça peut être intéressant parce que pour moi, c'est pas encore. Et là, je vais peut-être plus répondre à ta question, mais pour moi, c'est pas encore. Comment tu dis? C'est pas encore à destination de l'utilisateur final. Ok. Tu vois, actuellement, de ce que j'ai pu voir. Parce qu'il faut pas se leurrer, tu auras peut-être trois quatre personnes dans une boîte qui vont être intéressées par ça, qui vont essayer de grailler un peu. Puis après, tu as la réalité qui rattrape avec le manque de temps, le manque de compétences, etc. Donc, dans une échelle de temps, hein, sur une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être que ça va s'ancrer vraiment dans les entreprises. Mais actuellement, j'ai pas encore l'impression que ça va vraiment, tu vois, effectuer le step d'au-dessus, de dire, OK, c'est ça qui va permettre l'adoption. Ok, ouais, parce qu'on voit quand même la similarité entre les deux présentations, c'est que ils essayent Hmm. quand même de mettre en avant l'accessibilité pour tout le monde à ça, en montrant à quel point c'est hyper simple, même sur l'aspect code. Après, on sait que ça reste quand même beaucoup plus technique pour ce qui est sur l'aspect de création d'agents. On a Mhm. pu voir avec l'agent Kit, donc c'est bien pour créer des widgets, mais pas forcément de créer de vraies automatisations hyper puissantes. Donc je trouve ça intéressant le point où on va justement passer sur des spécialistes. On le voit aujourd'hui même sur la formation, on s'adapte beaucoup en fait sur ce qu'utilisent les entreprises, mais aujourd'hui Ouais. encore même des fois les entreprises ne savent pas eux-mêmes ne savent pas quel outil utiliser en fait. Bah, clairement, et puis en fait, ça, bah, c'est comme je disais, ça rajoute un outil supplémentaire où il risque d'être perdu. Après, je rebondis sur ton point. Ça, c'est sûr, hein, la volonté, c'est vraiment de faciliter cette adoption-là et de mettre en main et de mettre, pardon, en place des outils qui sont utilisables et utilisés, in fine, par des personnes qui sont pas tech, hein. Ça, c'est la volonté, c'est clair et net. Après, est-ce que la réalité du marché actuellement, elle, elle va accepter ça? Je sais pas encore. Mais en l'occurrence, c'est exactement ce qu'ils ont envie de faire et ils y arriveront, c'est sûr et certain. Mais Mhm. pour l'instant, je sais pas. Nous, la réalité qu'on voit en entreprise pour faire des formations, pour faire de l'implémentation, pour faire toutes ces choses-là au quotidien, c'est qu'on est encore à des années-lumière de ça. Donc on verra la suite. Ok, mais justement, ça permet peut-être justement ce saut-là en fait où les gens sont extrêmement perdus. Bah, je parlais encore Mm. avec un client ce matin là qui fait une formation d'automatisation et qui me disait, ah, j'ai envie de mettre des automatisations dans mon entreprise, mais là je vois qu'ils viennent de sortir le nouvel agent Kit et tout, je sais pas comment faire exactement. Ouais. Donc, tu vois, je me dis qu'en fait, ça permet de faire peut-être une rupture et de se dire, non, ok, faut arrêter de bidouiller. Là, maintenant, on a une suite qui s'adresse à tout. Et c'est ce que je trouvais intéressant dans la présentation de Gemini, c'est qu'il disait, ok, en fait, nous, notre proposition, c'est que ça s'adapte en fait à toutes les branches de l'entreprise. On a pour les équipes IT qui veulent, eux, construire des agents et qui auraient un peu plus d'avancée. On a pour l'équipe admin pour se créer des petites automatisations au niveau des emails. Pour l'équipe marketing, que ce soit pour faire de l'emailing, etc. Donc, en tout cas, moi, dans la présentation, vue comme ça, après, il y a plein d'autres choses. Et j'ai trouvé, en tout cas, sur Gemini, euh, en tout cas, plus efficient et plus intéressant sur l'aspect entreprise, tu vois. Je sais pas si c'est quelque chose que tu vois un peu la même chose ou pas du tout. Ouais, moi je te rejoins 100% de ce point de vue-là, mais c'est pour la simple et bonne raison que si tu as peut-être OpenAI en tête, OpenAI ne sont pas implémentés dans les boîtes comme Google, tu vois. Donc forcément, quand Google reprend le pan et te sort une annonce comme celle-ci, eux, ils ont déjà tous les points de données, ils savent exactement ce qui va plaire. Ils ont le workspace, ils ont plus qu'à implémenter l'IA, tu vois. Tandis qu'OpenAI n'a pas ça, n'a pas le workspace, n'est pas implémenté dans les boîtes comme Google. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux, entre guillemets, hein, je te dis ça, mais voilà, euh, d'être super pertinent comme Google le fait actuellement. Et non, franchement, mais c'est comme d'hab, c'est bluffant, c'est génial, puis on verra l'adoption derrière qu'il y aura. C'est toujours la même chose. Mais clairement, moi, si je dois me prononcer sur un peu l'avenir de toute, mais puis, de toute cette création agentique, mais je le répète depuis, je pense maintenant un an, à Yann en l'occurrence, c'est que c'est toutes ces grosses boîtes qui vont prendre le lead là-dessus. C'est évident. Ils vont réussir à tellement s'implémenter correctement dans les entreprises, à tellement fluidifier cette création, que ce soit d'agents d'automatisation. Enfin, j'espère en tout cas
que pour moi, ça va être ça l'avenir. Après, est-ce qu'on aura besoin de spécialistes? C'est un peu ça la question que je soulève. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir cette simplification qui sera telle qu'une personne vraiment non tech pourra le faire, ce qui est la promesse à chaque fois, mais ce qui n'est pas la réalité derrière? Je pense. De toute façon, il y a tellement de budgets qui sont débloqués que qui vont y arriver un jour ou l'autre, mais voilà. Clairement, et toi justement dans ton expérience de développement d'automatisation IA justement, quels sont les freins? Donc typiquement avec l'agent Kit, on a vu ces petits widgets donc qui sont simples à mettre en place et puis bon, c'est clairement à des années-lumière d'implémentation que tu as pu faire typiquement avec N8N. Quels sont pour toi en fait les freins que OpenAI ou Gemini va avoir pour cette simplification? Moi, ce qui me vient en tête, c'est un peu justement au niveau de ce flux de données. Mhm. Je ne sais pas si tu en as d'autres en tête, enfin des problématiques que toi, des fois, tu vois dans certaines boîtes quand tu poses ces automatisations IA avec N8N ou autre. C'est-à-dire que quels freins ils vont avoir? Alors, à mon humble avis, je pense pas être quelqu'un pour pour ressortir des freins que des boîtes de cette ampleur vont avoir, mais je dirais que moi, ce que je vois lorsqu'on implémente des solutions, tu as cité N8N, mais là on est passé sur du full code, tu vois, donc c'est un peu similaire, mais enfin bref, c'est qu'en fait, tu as deux choses, je dirais principalement. Tu as le fait que la personne, donc en l'occurrence nos clients ou les entreprises avec qui on bosse, ne savent pas ce qu'elles veulent. Ça, c'est le premier point, et ça paraît débile comme ça. Mais si tu sais pas exactement ce que tu veux, ce qu'il est possible de faire, comment l'IA s'utilise, comment faire une automatisation derrière, bah tu vas pas savoir matérialiser ça. Là, par exemple, pour la création d'agents, ok, tu peux créer un agent, tu peux drag and drop comme N8N depuis un moment. Mais si tu sais pas ce que tu veux au fond, si tu sais pas où est-ce que tu vas avoir de la valeur avec l'IA, bah, tu auras beau créer tes petits agents, ça va servir à rien derrière. Ça, c'est le premier point que je dirais. Le deuxième point, c'est qu'une entreprise n'a pas que Workspace ou que Microsoft au sein de sa boîte. Tu vois, elle est Mhm. connectée à des millions d'outils, enfin des millions, des dizaines d'outils plutôt derrière. Et ça facilite pas la chose. Alors j'ai vu que Gemini se positionnait assez correctement là-dessus, en disant qu'il facilitait par exemple l'intégration avec Microsoft et ce genre de choses. Mais ça peut être aussi un frein, tu vois. De se dire, ok, chaque boîte va faire des trucs hyper centralisés, Microsoft pour Microsoft, Google pour Google, comme ils le font depuis des années. Et la boîte va peut-être pas s'y retrouver là-dessus. Et c'est pour ça, en tout cas actuellement, que des solutions custom restent hyper pertinents. Euh, et le troisième point qui fait suite un peu à ça, c'est de se dire, est-ce qu'une boîte va vraiment réussir à répondre à toutes les problématiques des entreprises? Tu vois, est-ce que une boîte va vraiment s'y retrouver 100% sur les solutions que propose Gemini? Je sais pas. C'est encore actuellement pour ça que des solutions custom existent. C'est pour ça qu'on met en place des interfaces, des automatisations derrière. Parce que même si tu prends par exemple un ERP type Salesforce pour une boîte, eh ben, il y a des choses qui vont manquer, il y a des choses qu'on devra rajouter, qui ne seront pas présents actuellement. Ça va coûter un bras si tu veux passer par Salesforce, ça va devenir une usine à gaz. Et c'est là, du coup, pour nous, que ça devient pertinent de mettre en place une petite interface, des automatisations derrière, remonter la donnée, etc. Tout ce qu'on connaît. Donc Ok, ça, c'est le troisième point. hyper intéressant. Il y a plusieurs questions qui me viennent, mais là, celle qui me vient en premier, c'est que donc du coup, tu vois un peu quand même des brides à ce que eux proposent, dans le sens où ils sont là à se mettre en avant et dire, écoutez, maintenant vous allez utiliser Gemini, ça va devenir le premier pas pour votre entreprise. Et en gros, vous n'aurez pas besoin de grand-chose d'autre, mais sauf que ça ajoute des brides dans les outils qu'ils vont devoir utiliser et dans leur manière de travailler. Possiblement, possiblement. Après, encore une fois, c'est mon humble avis de petite personne face à Google. Mhm. Et c'est génial ce qu'ils font. Franchement, c'est trop cool. Moi, je trouve ça trop bien. Encore une fois, si on reparle d'adoption, ben, c'est grâce à eux qu'on arrive à de plus en plus avoir cette adoption en entreprise. Mais voilà, encore une fois, c'est des boîtes immenses. Ils vont prioriser. Je suis pas sûr que nous, notre cible de PME, en tout cas pour l'implémentation qu'on a en Suisse romande, etc., euh, elle va être complètement couverte par ça. Mais ils vont prendre une bonne partie du marché, ça c'est une évidence totale. Mais au même titre, tu vois, tu pourrais comparer par exemple des framers, des webflows sur la création de sites web, c'est un peu la même chose, tu vois. Est-ce que ça convient à tout le monde? Bah non, t'as encore des boîtes qui font des sites web sur mesure à 80 000 balles pour leur entreprise. Ouais. Tu vois, et ben ça va être similaire. Tu auras encore des boîtes qui devront faire des outils sur mesure pour leur entreprise.
euh, pour de la gestion de données, pour de l'intégration IA, pour tout ça. Je pense. Après, peut-être que dans 5 ans, ils auront pris tout le marché, et tant mieux. On sera des spécialistes Gemini, OpenAI, Anthropic. Écoute, ça s'adapte. Bah écoute, d'un côté, ça facilite aussi certaines choses. Ouais, clairement. Et moi, la problématique que je vois sur ce sujet d'adoption, c'est que bah, là, avec ces présentations, on peut voir une vraie rupture dans le sens où bah voilà, là, ça devient Ouais. hyper simple. On a vu l'effervescence qu'il y a eu autour un peu de l'agent Kit, entre mensonge et réalité. Entre mensonge et réalité. Entre mensonge et réalité, ben surtout sur et même moi, j'ai pas arrêté encore d'en voir de me dire que N8N et Make sont morts. C'est clair que pour plein de cas d'usage dont les gens faisaient déjà avant avec N8N et Make, certainement c'est le cas, mais que en fait N8N, même moi qui n'ai pas les pieds dedans, c'est quelque chose où en fait on peut aller beaucoup plus loin et on peut faire quand même des choses beaucoup plus incroyables et beaucoup plus précis. Et c'est comme tu dis vraiment quelque chose d'avoir plus spécialisé et sur mesure. Pour Mais répondre à ça, je te coupe juste N8N 2 jours ou 3 jours après ces annonces-là, ou peut-être une semaine, bah bref, dans l'ordre d'idée là, ils ont levé 130 millions. Donc ils sont loin d'être morts et ça prouve qu'il y a encore des gens qui croient en eux. Donc ça me fait repenser. Moi, j'avais un peu une vision où je pensais que ça allait être compliqué pour eux, mais mon propos c'était de dire que les gens, la masse de personnes qui sont venues sur N8N, c'était pour la création d'agents IA. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme ça qu'ils ont eu cet effet de masse et qu'ils ont réussi à scale. Mais l'outil N8N, c'est 100 fois plus puissant que ce que l'agent Kit propose. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et en fait, ça peut me faire sortir de mes gonds, ça, mais c'est ces fameux experts LinkedIn qui te disent N8N est mort. Et en fait, le commun des mortels va croire ces gens-là. Et ça va favoriser le fait de putain, j'en sais plus où j'en suis, qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais pas utiliser, mince, N8N est mort, on va passer sur l'agent Kit, etc., etc. Mais effectivement, N8N, pour rebondir sur ce que tu dis, 100 fois plus puissant que ça. Et ils viennent de lever 130 millions ou 150, peu importe. Donc, ils ont encore un peu de chemin devant eux. ouais, puis c'est le point aussi justement sur lequel je voulais rebondir sur l'adoption où nous on peut le voir en fait vu qu'on a un peu le nez là-dedans que ces présentations proposent des choses plus simplifiées et que plus tard ça va être beaucoup plus simple à mettre en place des éléments que maintenant restent encore complexes. Ouais, Mais c'est toujours la même chose avec l'IA là, depuis bientôt 3 ans, c'est que beaucoup de nouveautés sortent chaque semaine, chaque mois, ouais, et ce qui fait qu'en fait les entreprises se perdent encore plus. Euh, totalement. Syndrome d'objet brillant ou de FOMO, je sais pas. Et est-ce que Ah, justement, ouais, tu voulais rebondir là-dessus? non, non, j'allais juste dire un mélange des deux. Ouais, un mélange des deux. Est-ce que on aurait, je sais pas, toi de ton côté, un conseil peut-être, tu vois, pour ces personnes euh, de se dire sur quoi se concentrer, en fait, éviter justement ce syndrome-là avec tous ces outils. Ben, mais moi, c'est un conseil que je rabâche et que je dis à tout le monde, même quand on faisait des formations, donc plus qui étaient, donc quand on faisait nos masterclass, qui étaient par exemple plus axés, c'était des masterclass en présentiel, qui étaient axés plus sur les collaborateurs ou les gens qui avaient vraiment envie d'apprendre N8N et ce genre de choses-là, c'est concentrez-vous sur les bases. Tu vois, c'est hyper chiant, comme c'est hyper boring. Moi, je suis un peu le mec chiant et boring, tu vois. Mais en attendant, si par exemple tu veux apprendre N8N, par exemple, hein, après je te fais le parallèle pour ta question. Mais si tu veux apprendre N8N, eh ben tu vas pas commencer à apprendre à créer un agent IA qui va répondre à tes mails. C'est inutile. C'est pas ça les bases. Les bases, c'est comprendre un call API, c'est comprendre comment ta donnée doit être transformée, structurée, renvoyée. Et c'est là que tu gagnes du temps. C'est en apprenant les bases, tu vois. Tu vas apprendre à dev. Ok, le vibe coding, c'est cool, mais peut-être apprends Python, automatise déjà des tâches là-dessus. Tu vois, c'est ça. Toujours les bases, les bases, les bases. Pour une entreprise, c'est la même chose. Avant qu'elle pense à mettre en place des agents IA, et c'est ce qu'on répète à chaque fois, même toi tu dois en avoir marre, mais Mhm. avant qu'elle pense à mettre des agents IA en place pour automatiser tout son business et puis boire des cocktails à Bali, eh ben, il y a peut-être autre chose à faire. Les bases, ça va être quoi? Ça va être, ok, est-ce que j'ai des processus en place? Non, oui. Bah, on va déjà peut-être essayer de créer des processus. Une fois qu'on crée ces processus, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils peuvent être améliorés, simplifiés? D'une fois qu'on arrive à des processus simplifiés, est-ce qu'ils peuvent être automatisés?
Automatisation ne veut pas dire IA. On peut déjà transférer de la donnée d'un logiciel à un autre, etc. D'une fois que les automatisations sont en place, ok, comment est-ce qu'on peut mettre de l'IA peut-être sur ces automatisations ou sur d'autres pour que vraiment on arrive à quelque chose de solide, de clair, d'automatisé et qui nous fasse gagner du temps. Ça, tu peux le reprendre, le shorter. C'est comme ça qu'il faut que ça. Tu vois, c'est cette timeline-là. Ok. Tu vois, c'est juste ça en fait. C'est les bases, les bases, les bases. Mais c'est pour tout. Enfin, et je comprends qu'une entreprise, quand elle voit justement ce genre de présentation, ou bien des gens qui, en fait, qui mettent en avant ce côté agent, facilité, euh, qu'elles aient envie d'aller là-dessus. Mais de toute façon, elles se rendent vite compte que non, tu vois. C'est pas pour rien qu'il y a des professionnels, c'est pas pour rien qu'il y a encore des devs, c'est pas pour rien qu'il y a encore tout ça derrière. C'est que derrière, il y a du vrai savoir-faire et il y a des choses à mettre en place avant de faire tout ça. Ok. Ouais, parce que, enfin, justement, il y a eu ce blanc parce que je pensais donc sur cet avènement justement de l'agent IA. Donc, on a pu De voir ça. l'agent dans sa globalité, tu dis? Ouais, l'agent IA, ce Ouais. que tout le monde prône, ce que tout le monde attend, ce que tout le monde se trompe un peu, tu vois, entre les workflows aujourd'hui, c'est avec toutes ces nouveautés, est-ce qu'on arrive réellement, je sais pas si tu as pu le voir un peu toi sur les aspects techniques de ce qu'ils ont présenté, est-ce qu'on arrive réellement ou très prochainement sur cet avènement de l'agent IA Donc de sans, l'agentique. ouais, exactement, sans supprimer l'importance de l'adoption dans l'entreprise dans tout ce que tu as dit, mais est-ce qu'on arrive vraiment euh, sur cet agent IA? Parce que moi, ce que je me dis, c'est que dans ton discours, ok, ce qui est important, c'est de revoir les bases, ok, d'avoir peut-être des bases en Python, etc. Mais quand l'agent IA réel sera là et ouvert à tout le monde pour leur processus métier en entreprise, etc., est-ce que ça leur servira encore d'avoir besoin de ce discours-là, ou est-ce que plus besoin, est-ce que justement on sera justement sur des connecteurs simplifiés, et est-ce qu'on aura Mhm. vraiment ces agents IA où derrière on ne sait pas trop ce qui se passe, hein, plein de codes, plein d'algorithmes qui font tout le travail. Et au final, c'est ça que les gens veulent, hein, et Évidemment. c'est pour ça que c'est ça qui est vendu, que typiquement Inuiten lève aussi beaucoup de fonds, parce que c'est ça la grande promesse, c'est l'agent IA réellement qui tourne tout seul. Donc je lui demande ce que je veux, ça arrive. À quel point on y arrive et à quel point en fait j'ai l'impression que d'un côté on y arrive très prochainement et de l'autre côté j'ai l'impression qu'on complexifie encore plus le truc, tu vois. On dit l'agent IA, l'agent qui est là, mais sauf qu'on reste sur des petits widgets et puis en fait c'est pas vraiment de l'agent, on doit quand même builder là derrière, et pour quelqu'un qui n'y connaît pas doit quand même avoir son tuto, travailler un peu là-dedans et essayer de modeler tout ça, quoi. Ouais, je comprends. Donc, juste toi, tu parles, juste pour, c'est pas corrigé parce que c'est juste les gens qui vont comprendre, mais quand tu parles d'agent IA, tu parles vraiment donc de système agentique où on va parler à une IA, elle va faire les actions derrière et tu n'auras plus besoin de tout cet aspect développement pour, par exemple, créer une solution, ce genre de choses-là. Et, Exactement. euh, et encore une chose, moi je parlais de Python, etc. C'était plus pour les gens qui sont de mon côté. Effectivement, une boîte n'a pas besoin d'apprendre Python, ça on est bien d'accord. C'est pas, ça va Mhm. pas être ça, sa plus grande plus-value. Maintenant, pour répondre à la question, ben, moi, si tu veux, j'espère. Moi, je fais pas partie des gens qui défendent à tout prix le fait de savoir développer, enfin, tu vois, etc. Je suis pas de ce point de vue-là. Le fait est que moi, je parle au présent, pas encore au futur. Actuellement, c'est encore essentiel. Maintenant, est-ce que demain, on va arriver à ce que tu mentionnes là? J'ai pas la réponse, malheureusement. Sinon, j'aurais déjà misé sur des boîtes et je serais déjà multimillionnaire, très certainement. Mais j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. En tout cas, c'est effectivement ce sur quoi tout le monde a les yeux rivés là. C'est ce que les grosses boîtes essayent de faire. C'est les fonds sont affectés à ce développement-là. Donc, à mon avis, on va arriver à quelque chose d'incroyable. On l'est déjà, hein, il ne faut pas se leurrer. C'est déjà assez fou ce qui se passe. Bah, typiquement, tu prends les agents de code, les systèmes agentiques qui nous permettent de développer Cloud Code, etc., qu'on a déjà parlé dans les autres vidéos. On est déjà à quelque chose de quand même assez fou, quoi. Et justement, Franchement. tu vois, pour moi, en tout cas, là où on se leurre un peu, bah, pour l'instant, tu vois, les modèles agentiques sont justement bah, sur Claude, sur Replit, pour nous aider à créer des choses, mais pas comme dans l'idée que les gens ont, où ce sera hyper simplifié, et puis c'est qu'une interface de chat. Et puis, Mhm.
tout se fait automatiquement, quoi. Bah, moi, c'est mon propos et c'est un peu ce que j'essaye. Alors, je- comment le dire pour ne pas tuer notre business? Non, non, mais en fait, ce que je dis, c'est moi, mon propos, et je sais qu'Yann le partage, et toi, je pense que tu dois te rendre compte, mais actuellement, la seule vraie plus-value de l'IA comme on la voit, hein, je te parle pas de machine learning ou de choses comme ça qui sont en place depuis des années, je te dis la grosse plus-value réelle, c'est sur le développement. Mhm. C'est un peu ce sur quoi tout le monde s'accorde. Et tu peux pas dire le contraire. Il y a des gens qui essayent de faire plein de choses pour plein de secteurs d'activité. Mais actuellement, la réelle plus-value qu'on arrive à démontrer, c'est sur le développement. Et encore, tu as des études récentes qui sont sorties, comme quoi des gens perdraient 30% de leur temps, etc. Enfin, mais bref, ça se discute. Mais quand tu lances Claude Code et que tu vois le code que ça te pond, et les solutions que nous, par exemple, on arrive à avoir typiquement en vibe coding sur des proof of concept, bah franchement, là, la plus-value, elle est réelle, elle est tangible, elle est là, elle est devant tes yeux, c'est logique. Mais ça, c'est pour des devs, entre guillemets, ou pour des gens non devs, mais qui veulent faire d'époque. Tu vois. Ça va pas plus loin actuellement. Tu Mhm. crées pas une solution de A à Z. Mais il est clair que ça va s'améliorer et qu'on arrivera à quelque chose de... Production ready, je sais pas, tu vois, je sais pas, je vais pas m'avancer. Pour l'instant, non, donc voilà, je suis pas Madame Irma, mais ouais. Ouais, je pense. C'est dur de répondre. Honnêtement, j'essaye de te donner une réponse claire, mais c'est pas clair pour moi. Donc, Mhm. je peux pas te dire oui et faire comme tout le monde. C'est clair que ça va être la baguette magique, etc. Pour l'instant, non. J'espère que ça va l'être. Mais voilà. Ok, ça me, ça me permet de rebondir sur un point. On entend pas mal parler de humain augmenté ou de humain Ouais. assisté. Justement, euh, quels seront, quel est selon toi, pardon, justement le travail de l'IA là-dedans? Est-ce que c'est d'avoir demain des humains augmentés ou plutôt des humains assistés par IA pour se concentrer sur les tâches réelles? Ou est-ce que c'est les deux et ça dépend des secteurs? Bah, alors si moi il y a un point sur lequel je suis pessimiste, c'est un peu ça, et c'est ce qu'on avait abordé dans la vidéo où j'étais en Corse, c'est de se dire la différence, bah là on peut la relever dans les mots, hein, entre assister et augmenter. Là, actuellement, il y avait une étude de Entropy qui était sortie. C'était pas une étude, mais un constat, ou je sais plus. Je sais plus si on avait parlé ou pas, mais je crois pas. Qui justement disait que actuellement, on avait passé le step. Alors, si je me rappelle bien, c'était que jusqu'à maintenant, les gens se servaient de l'IA pour apprendre. Ou du moins, la courbe des gens qui se servaient de l'IA pour apprendre était supérieure à celle qui se servait de l'IA pour effectuer des tâches. Enfin, c'est-à-dire pour ce côté assisté, justement, pour poser une question, prendre la réponse, et voilà. Tu vois, Ok, je suis pas très clair, mais tu vois ce que je veux dire? ouais. J'ai pas le terme exact. Et donc Exact, ça aujourd'hui, m'embête. on utilise plus l'IA pour apprendre que dans l'utilisation en back-end ou L'inverse. 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 En fait, avant, on l'utilisait plus pour l'apprendre, pour apprendre des choses, Ok, et moins pour juste qu'elle effectue une tâche. Et maintenant, c'est l'inverse. La courbe, elle a dépassé la courbe de personnes qui posent des questions juste pour avoir la réponse et faire la chose derrière, a dépassé la courbe des gens qui l'utilisaient pour apprendre. Et donc là, on arrive plus sur des gens assistés que augmentés. Parce que augmenter, après, il faudrait définir augmenter. Mais moi, quand tu parles augmenter, j'entends humain augmenté, j'entends humain plus intelligent, j'entends humain, voilà, augmenté, quoi, grâce à l'IA. ouais, parce que est-ce qu'un humain qui utilise l'IA pour trouver des réponses et pour avoir plus d'infos, est-ce qu'il est réellement augmenté dans Mais pas du tout. Moi, justement? c'est mon point de vue. Alors, je sais pas comment les gens y font, mais ça aurait été peut-être intéressant d'avoir Yann sur ce sujet parce que moi, je trouve que tu n'apprends pas avec l'IA. Tu vois, ça, c'est peut-être un point où je suis en désaccord avec beaucoup de gens. Mais pour moi, je n'apprends rien via le chatbot de OpenAI, d'Anthropic ou peu importe. En fait, ça te donne une impression fausse que tu apprends. Mhm. Parce que tu as en surface toutes les informations, tu les vois, tu les lis, mais demain, est-ce que tu vas savoir les régurgiter? Je pense pas. Pour moi, t'apprends pas, vraiment, t'as aucun apprentissage avec l'IA.
Bah, je pense que c'est devenu encore pire dans le sens où on a des réponses encore plus rapides, tu vois. Bon, après, maintenant, Google en Gemini sur leur page de recherche et ça. Mais justement, j'ai l'impression que c'est encore pire dans le sens où avant, des fois, certaines infos, on devait aller lire des articles, chercher le bon truc, on devait tout lire, comprendre, essayer de trouver la bonne information. Mais C'est sauf ça. qu'entre-temps, on a appris une bonne partie du sujet. Et aujourd'hui, on a tendance à s'énerver parce qu'il nous a pas donné la réponse en 3 lignes et à lui dire non mais réduis, réduis, résume tout ça. Et en fait, Mhm. l'info reste encore moins ancrée dans le cerveau et on la perd très vite, quoi. Clairement. Et j'avais cette discussion, ça peut être intéressant de mentionner ça, avec un software engineer qui du coup est vraiment expert en IA, qui a créé des gros algorithmes de machine learning, etc., dans des grosses boîtes ici. Et du coup, on parlait de ça, du développement assisté par IA. Donc pas de vibe coding, hein, parce que lui, en l'occurrence actuellement, c'était intéressant. Il utilisait quand même le vibe coding pour faire une maquette. Donc Mhm. un peu comme nous on l'utilise, mais derrière il reprenait tout le dev effectivement obligatoire. Mais il nous disait justement il me disait pardon que quand il voulait vraiment qu'il y avait quelque chose qu'il comprenait pas et qu'il voulait comprendre un bout de code ou vraiment challenger sur un bout de code, se challenger intellectuellement, etc. Bah, en fait, il le sortait, il utilise Cursor, il n'utilisait plus Cursor, il sortait ce bout de code avec du contexte, il retournait dans un style de ChatGPT ou Claude, je sais plus quelle boîte il utilisait pour ça, et il challengeait vraiment, il disait pendant 1 heure et demie, il avait une discussion réelle et il challengeait ce bout de code, la réponse et l'utilité. Mais tu vois, c'est Mhm. pas je pose une question, je prends, je copie-colle. C'est ok, pourquoi tu as fait ça? Explique-moi. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire comme ça? Etc. 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 Et là, tu apprends, ok. Mais si juste tu poses la question et tu challenges pas la réponse, c'est peut-être ça la clé en fait. C'est de challenger à chaque fois la réponse. Mhm. Je suis assez d'accord. Il y a un autre point sur lequel je voulais qu'on discute qui est assez différent, enfin, qui est tout autre de ça. C'est sur l'aspect des métiers demain. Donc Mhm. aujourd'hui, on forme beaucoup le personnel administratif. Euh, on avait pu en discuter avec Yann sur la problématique de réallouer en fait le temps gagné à Ouais. du travail. Toi, est-ce que tu as une idée ou peut-être des pistes, même si ça reste flou pour beaucoup, sur l'admin de demain, prenons plutôt l'admin, vu que sur l'IT, et ça c'est plus complexe par secteur et domaine, mais l'admin aujourd'hui c'est énormément de postes dans beaucoup d'entreprises. Comment selon toi va évoluer les métiers de l'administratif au sein des entreprises? À terme, je dirais quand on aura quelque chose justement où ils seront assistés justement par ces outils-là, avec une suite, par exemple avec Gemini Entreprise, où il y a toutes les tâches chiantes qui ne Mhm. leur prendra plus de temps. Comment leur métier, selon toi, va évoluer? Est-ce que ça va être des directeurs de machines? Putain, c'est dur à dire parce que tu as quand même pas mal de tâches administratives qui, pour le coup, je suis assez persuadé qu'ils vont être automatisées. C'est assez une évidence, donc je suis assez pessimiste. Mais après, t'as tellement de corps de métier dans l'admin et t'as. En fait, c'est assez marrant parce que typiquement, par exemple, t'as une personne qui est à l'admin, une personne qui s'occupe du secrétariat, on va dire. Mhm, Ok? Donc, t'as une personne qui s'occupe du secrétariat d'une boîte. En fait, le truc que les gens ne comprennent pas, c'est que tout le monde dit on peut remplacer une secrétaire avec l'IA maintenant actuellement. Bah oui, mais non, en fait. Parce qu'en fait, il y a pour beaucoup de boîtes, la personne qui s'occupe du secrétariat, bah, en fait, elle fait 15 milliards de trucs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, elle répond au téléphone, elle répond à des mails, elle s'occupe de faire, je sais pas, un peu de compta, elle s'occupe. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Souvent, pour les boîtes, en tout cas les boîtes un peu, je dirais les boîtes un peu plus, comment on dit, un peu plus humaines, les boîtes qu'on connaît nous en Valais, en Suisse romande. Et ben souvent, c'est un peu le premier poste qu'ils engagent, c'est une personne à l'admin. Et finalement, cette personne à l'admin se retrouve au fur et à mesure des années à faire un peu de tout. Et mhm. c'est hyper compliqué à remplacer une personne qui fait un peu de tout avec les systèmes automatisés actuels. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, c'est plus dans les grosses boîtes, mais les immenses boîtes. Tu vois, tu commences à, je sais pas, des milliers de personnes, où là, tu peux facilement remplacer du monde. Parce que Mhm, déjà, tu as beaucoup de personnes qui servent à rien, ça c'est un fait. Beaucoup de personnes qui se branlent toute la journée. Et tu as beaucoup de personnes qui sont là pour faire une tâche précise.
Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. hyper segmenté. Hyper segmenté. On va se dire, si tu prends l'exemple de la compta, pour schématiser, hein, mais tu as genre une personne qui va passer que des écritures, une personne qui va faire que de la facture, une personne qui va, etc., etc. Et à partir de là, ben là, tu vas pouvoir automatiser. Mais pour une personne qui fait un peu de tout, dans l'admin des boîtes que nous on connaît, que nous on adresse entre guillemets, avec lesquelles on bosse, ben c'est un peu plus compliqué. Ça répond pas exactement à ta question, mais je voulais le placer parce que je trouvais ça hyper intéressant, tu vois. Justement, c'est un point, comme tu dis, c'est un point hyper intéressant et et justement, ça me fait dire qu'en fait, j'ai l'impression que ça a été la problématique pour plein de personnes qui sont, que on voit nous à travers le web parce qu'ils sont infopreneurs, coachs, etc. C'est que Exact. justement, eux, des fois, ils sont peu, ils génèrent du cash, ils ont peut-être une secrétaire, des assistants, etc. Mais qui, elles, font, comme tu dis, énormément de tâches, hein, qui sont Mhm. présents sur plein de tâches et que c'est un peu eux qu'on essaie de remplacer en mettant des fameux agents IA, enfin des automatisations IA à toute patate dans tous les coins. Donc au final, ils en ont 50 qui pètent chaque Fonctionne pas. demi-journée et qui en fait ne remplacent jamais la personne. Donc c'est, je pense que c'est quelque chose qui se passe beaucoup, mais qu'on n'a pas eu beaucoup de retours, tu vois. Donc de la mise en place de solutions et un réel retour sur cet investissement-là, c'est ça que tu dis? Exactement, et que ça n'a pas marché en fait, parce qu'on peut le voir, nous, depuis le début de l'IA, beaucoup de gens sont accaparés, ils se sont dit, ok, moi j'ai 20 agents IA qui tournent dans ma boîte, j'ai des workflows à droite, à gauche, machin, etc., j'ai tout automatisé, mais en fait, si ensuite en raisonnement, et sur lequel je suis assez d'accord, c'est que à terme, en fait, ça n'a pas forcément de plus-value, et que la personne qui était là de base, elle est toujours là, quoi, et que le Non, mais workflow à eux n'apporte pas grand-chose. non, et surtout, enfin, on parle pas aux mêmes personnes. Nous, on s'adresse à des vraies entreprises, à des vraies personnes qui ont envie de faire des vraies choses. Mhm. Et je dis pas du tout ça de manière hautaine, mais c'est juste pour que les gens fassent vraiment la différence. Parce que les gens que toi tu mentionnes, eh ben, ils te disent ça sur LinkedIn, puis en fait, à la fin, eh ben, ils te vendent une formation sur comment faire 3000 francs par mois grâce aux agents IA que j'ai mis en place. Justement, et en fait, ce que je trouve moi problématique, c'est que eux ne, et en fait, et encore une fois, ils nourrissent cette roue, cette traîne de l'agent IA et tout, c'est que ils ne disent pas à quel point c'est un échec en fait. Bah, bien sûr que non, parce que c'est pas en leur avantage, tu vois. Mhm. Ça leur sert à rien de dire ça. Tandis qu'à nous, de dire ce qui fonctionne réellement et ce qui fonctionne pas, bah, c'est en notre avantage. Parce qu'on a une vraie connaissance métier, on sait ce que veulent les boîtes et on sait ce sur quoi elles doivent pas aller. Et c'est ça qu'elles viennent chercher les boîtes en venant vers nous. Tu vois? Et, Ouais. ou du moins, c'est ce qu'on essaye de diffuser pour qu'elles viennent vers nous pour ce genre de solution-là. Mhm. Mais oui, t'as 100% raison et ça, c'est une problématique, mais on va la combattre et on va gagner le combat au bout d'un moment. Ouais, je suis assez d'accord. Dernier point que je voulais regarder avec toi, on est un peu parti en zigzag, mais C'est c'était beau. cool. Ouais, j'ai ouvert deux, trois éléments qui étaient hyper intéressants et hyper intéressants pour les gens qui nous écoutent aussi, j'espère. J'espère aussi. Moi, le dernier point que je voulais voir avec toi, peut-être un peu plus sur l'aspect technique, c'était justement au niveau des données. Ça m'a fait penser justement, si on revient sur la présentation de Gemini, Mhm. euh, et si on reprend ce qu'on te disait avant, donc du coup, toi, tu t'adresses plus à des grosses boîtes pour remplacer un use case précis. Ouais. Euh, Comment aujourd'hui, si tu peux nous partager un peu, nous expliquer comment se passe euh, en fait l'extraction et on va dire l'harmonisation de données au sein d'une boîte avec des automatisations. Parce que j'ai pensé à ça aussi ce matin, parce que j'étais en call avec une cliente qui, elle, me disait justement, on est en train de changer de RP, c'est tout un Mhm. foutoir. Et C'est un monstre bordel. je sais qu'avant même de parler d'automatisation et de mettre quelque chose là-dessus, il faut qu'on ait, qu'il soit à peu près tout carré, mais alors qu'on le sait très bien que dans la plupart de boîtes, les ERP, les CRM, et ça, c'est en général souvent un foutoir. Donc, toi, comment ça se passe sur l'aspect technique, en fait, pour justement extraire ça et puis harmoniser tout ça? Bah, ça, on peut faire un petit passage là-dessus, mais aussi pour rappeler justement, si on fait le parallèle avec ce qu'on disait avant, de la promesse de ces gens-là, de ce qu'ils disent, etc. Et ben en fait, tu vois, ils parlent jamais de ça. Mais parce qu'ils adressent pas des boîtes que nous on adresse, et ça c'est une réelle problématique. C'est comment est-ce que la donnée est structurée au sein d'une boîte. Une boîte a souvent un ERP, un CRM, bah, qui regroupe toute la donnée de l'entreprise. Tu vois, tu prends un ERP, ça regroupe toute la data d'une boîte. Ok? Toute la data.
Et donc là, tu comprends que toute la donnée d'une boîte, eh ben, c'est compliqué à adresser, c'est compliqué à structurer. Et surtout, là, tu parles de changement de RP, mais c'est un des plus gros points qui pose problème dans une boîte. C'est que lorsqu'elle est sur un ERP, elle est souvent cloisonnée. Pour ressortir les données, c'est déjà souvent compliqué du point de vue du fournisseur de l'ERP. De les réinjecter derrière dans un autre ERP, ça coûte un bras, mais enfin, on se rend pas compte. Mais pour une grosse boîte, ça peut être des centaines de milliers, voire des millions juste pour changer de ERP, tu vois. C'est genre, tu as des consultants full-time pour Salesforce qui sont mis à disposition et qui coûtent, je sais pas, 300 balles de l'heure. Enfin bref, ça c'était juste pour faire une petite aparté de la complexité que c'est pour une entreprise de taille moyenne, la gestion des données. Ensuite, effectivement, pour une automatisation, si on parle d'une simple automatisation, le but c'est d'avoir de la donnée structurée en entrée et en sortie. Donc c'est où est-ce que précisément on va venir chercher cette donnée? Est-ce que déjà cette donnée est viable, tu vois? Quelle est la source de vérité? Ça, c'est la première question à poser quand on fait une automatisation. Parce que possiblement, elle a de la donnée un peu partout et qu'on doit retranscrire un peu partout. C'est une possibilité, tu vois. Ok. Et de la donnée peut-être en doublant aussi. Mais Nous, ça ce veut qu'on dire doit que, savoir, ça veut dire que, par exemple, dans son CRM, tout doit être quadrillé, tu vois. Est-ce qu'elle c'est doit sûr avoir et un certain. CRM clean de chez Clean avant même de penser automatisation? Mais clairement. Et c'est ce que je disais, les bases. Si tu n'as pas de la donnée qui est propre, qui est vérifiée, qui est juste, mais qu'est-ce que tu veux automatiser? Tu vois, tu vas automatiser de la merde et ça va faire de la merde. C'est inutile. C'est, tu sais, les fameux trucs que tu vois sur LinkedIn où tu as la source de données, la base de données, avec une petite merde dessus en emoji, le LLM, puis en sortie, bah, tu as plein de petites merdes en fait. Parce Mhm. que si tu veux, tu peux pas faire des choses sur de la donnée qui est pas claire, clean et précise. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Déjà, avoir une source de vérité. Il faut toujours partir d'une source de vérité. Je ne sais pas si tu comprends et que les gens comprennent cette notion de source de vérité, mais c'est de dire, ok, tu veux ramener peut-être des points de données à un endroit dans ton CRM, disons, ou dans ton ERP. Tu veux par exemple faire communiquer de logiciels. Tu as ton ERP là, qui a plein de données, et tu veux renvoyer des données vers un CRM. Mais quelle va être la source de vérité pour prendre ces données et qu'elles soient justes dans le CRM? Parce que peut-être Adam Monet, on l'a à 15 endroits dans le CRM. Mais quelle est Mhm. la vraie source de vérité où on est sûr qu'on peut se positionner? Tu vois, ça c'est déjà vraiment un premier point qu'il faut mentionner. Et après, qu'est-ce que je peux te dire de plus sur les sources de données? D'une fois que tu as ça, ça va être que... Je sais pas ce que je pourrais te dire de plus. C'était quoi la question initiale? Parce Non, que j'ai fait un... c'était justement par rapport à ces données. Donc, comme on disait, cette première partie, bah, déjà, le travail de la boîte à avoir un CRM, Hmm, ces données qui soient archi propres. Après, toi, tu as une phase d'extraction à ce niveau-là. exact. Et donc, justement, et en fait, c'est là toute la complexité d'avoir ces données hyper propres parce que sinon, en fait, si je comprends bien, c'est que ton extraction de ces données-là risque d'être complètement catastrophique, en fait. Ouais, exactement. Si tu dois travailler sur des données, qui plus est des données avec un LLM, tu as une grosse phase aussi de peut-être retravailler une DB. Ça, c'est intéressant aussi à mentionner parce que c'est une grosse partie du job. Peut-être retravailler la DB, la dupliquer, faire en sorte que nous, on puisse travailler avec de l'autre côté via l'automatisation. Tu vois, typiquement, on a fait ça pour un assureur récemment. Donc, l'idée, en fait, c'est de prendre il reçoit en fait des relevés de commission et c'est d'extraire cette commission et de faire un matching avec les clients, la police d'assurance qui en pardon faire un matching avec la police d'assurance qui correspond à cette commission. Mhm. Ok. Typiquement, donc lui il a son ERP qui est créé sur mesure et il a toutes ces données là. Mais nous ces données on peut pas les travailler en direct. Parce qu'il y a plein d'ID qui sont mélangés partout dans le RP, il y a plein de champs qui sont reliés à d'autres champs, etc. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué cette base de données, on l'a retravaillée, on l'a normalisée aussi au niveau des polices d'assurance, et ensuite on va venir travailler avec un LLM, avec de l'OCR, avec des algorithmes de matching sur cette DB-là, qui est mise à jour par exemple tous les soirs. Tu Ouais, et tu vois, c'est justement pour ça que je voulais parler de cette histoire de données, parce qu'il n'y a pas que le point où en fait elles doivent être propres et être prêtes à travailler, c'est que même toi, après ça, même si la donnée elle est clean, c'est que toi tu dois encore la dupliquer et ensuite la retravailler pour justement faire ce travail d'extraction qui soit complètement correct en fait.
Ouais, en fait, c'est deux choses différentes. Si tu veux, moi, quand je parle de clean pour la boîte, c'est que bah, déjà pour elle, elle doit avoir de la donnée clean, viable, sur laquelle elle peut se positionner. Que ce soit pour des aspects financiers, que ce soit pour des aspects commerciaux, etc. Sa donnée doit être propre chez elle. Mais ensuite, pour faire de l'automatisation ou pour travailler avec des LLM partis de cette donnée, bah, tu as effectivement un autre travail à faire de notre côté pour rendre cette donnée accessible via le LLM, via même juste des algorithmes de matching et ce genre de choses-là. Ça, Mhm. c'est sûr. C'est la Est-ce normaliser, ce genre de trucs. Parce que du coup, toi, dans ton travail d'implémentation et d'automatisation, est-ce que c'est justement la phase la plus importante? Parce que d'une fois que ça, c'est, on va dire, plutôt carré, bien fait et clean, le reste est beaucoup plus simple. Ouais, ouais, alors je mettrais juste un truc avant que je rabâche, c'est le truc le plus important, c'est la compréhension client. C'est vraiment la chose la plus importante, c'est comprendre ce que le client veut, ce qu'il a besoin surtout. Ça, c'est une grosse phase, hein. Ça peut prendre honnêtement énormément de temps, tu vois, de définir quelque Bah, chose. j'ai l'impression en plus, j'ai l'impression voilà, que ce que je sais, ce que j'entends ces temps, c'est plus ce qu'il a besoin que ce que lui veut, quoi. C'est exactement ça. En fait, il y a un gros travail à faire. Et ça, pour moi, c'est super important. Et c'est ce que je dis à chaque fois, ce que je rabâche. C'est que, OK, le client, il va. On pourrait dire, OK, tu vois, ça, c'est exactement ce qu'il te faut. Dans le 1000, mec, ça va te coûter 15 000. Et on met en place ça. Et puis, de toute façon, voilà, on aura respecté les specs. Et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais nous, c'est pas dans notre intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est, OK, tu penses que tu veux ça, mais est-ce que vraiment c'est ça que tu as besoin? Est-ce qu'on ferait peut-être un audit de tes process pour voir réellement ce que tu as besoin, ce qui est déjà en place, si ça vaut la peine de mettre une surcouche là-dessus ou non, etc., etc. En fait, c'est ce processus-là qui a beaucoup plus de valeur que l'implémentation finale. Parce que d'une fois que tu as fait ce travail en amont, de vraiment cibler le besoin du client, après c'est du dev, ça déroule. C'est pas ça qui est complexe, si tu veux. Mhm. Entre Ok. guillemets, bien sûr, sans dénigrer tout le travail de développement qu'il y a derrière, évidemment. Ah non, c'est sûr, c'était ouais, justement sur le sujet des données, c'était un peu les points que j'avais envie de relever, où j'avais aussi un peu des zones de flou et que je trouve hyper intéressant en fait à remettre en avant et puis à partager. C'est que Trop cool. pour refaire le dernier parallèle sur justement quand on parlait de ces gens qui partagent ces Mhm. workflows, ces agents qui peut être à l'opposé de ce qu'on propose, Mhm. c'est en fait tu vois, tu disais, nous, on s'adresse pas du tout aux mêmes boîtes, mais sauf qu'il y a certaines boîtes qui tombent sur ces gens-là, tu vois, et qui Ouais, peuvent des fois les prendre pour des personnes sérieuses parce qu'ils ont accompagné tant de clients, ils c'est ont très des vrai. bons retours, mais parce qu'ils ont servi comme tu as dit, ils ont servi ce que les clients veulent, mais pas forcément ce qu'il a besoin. Et donc, ces gens-là peuvent se retrouver, en fait, à délivrer des clients similaires aux tiens, quoi. C'est clair, c'est clair. Bah écoute, ça c'est un très bon point malheureusement qu'on n'a pas vraiment la main mise dessus, à part faire des disclaimers un peu tout le temps sur LinkedIn et sur YouTube. Mais après encore voilà, enfin, tu vois, je veux dire, je pense qu'il y a les gens qu'on mentionne là, je pense que tout le monde voit de qui on parle, etc. Mais à mon avis, il y a des gens qui sont très bons, très compétents et qui font des bonnes choses. Ça Mhm. dépend aussi de la manière qu'ils ont de s'exprimer sur le sujet. Moi, ce qui m'énerve, c'est plus les vendeurs de rêves. Mais en fait, tu vois, je contredis un peu ton point parce que moi, les gens que j'ai en tête, derrière, ils vendent rien. Tu vois, derrière, ils vendent du make money, si tu veux. Ça, c'est la pire chose. Après que tu as des gens qui fassent des simples automatisations derrière et qu'ils essaient de faire des choses, moi, ça me dérange pas, tu vois. Ça me dérange pas du tout. Donc, c'est un peu ça la différence, tu vois. Ok. Bah, je pense hyper point à retenir. Bah écoute, je pense que pour cet épisode, on a un peu fait le tour de tous les points dont je voulais qu'on discute. Trop cool. Donc, J'espère que ça a un peu apporté de la valeur aux gens. Et écoute, comme d'habitude, quoi. écoute, je pense bien forcément. Après, il y a plein d'autres points qu'on va continuer à voir, toujours sur l'avancée. On tiendra au courant tout le monde. De toute manière, on se voit chaque semaine. Donc les Clairement. épisodes sortent le mercredi normalement, mercredi début de soirée. En attendant, profitez bien de cet épisode. Je vous mets le lien de l'épisode de la semaine passée concernant le Dev Day où on en parle un peu plus. Là, je trouvais important en fait de revenir plus sur l'importance sur l'adoption et sur l'entreprise, sur les changements métiers au lieu de redébattre sur la présentation de Gemini parce que des présentations, on va en avoir une autre dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines et puis ça Clairement. viendra bousculer. Donc dites-nous aussi en commentaire s'il y a des éléments que vous voudriez qu'on en parle plus, qu'on approfondit, d'autres sujets que vous voudriez voir Yann et Anthony en discuter. D'autres experts viendront aussi prochainement sur la chaîne.
Donc moi je vous dis à bientôt et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Ciao ciao.